Donc il y a 800 ans, il y a un type qui s'est emmerdé à coucher sur papier toute la mythologie nordique dans l'Edda. Il s'imaginait déjà pas que Marvel allait privatiser tout ça avec Thor, mais alors il s'imaginait encore moins qu'on allait faire de Mjolnir un putain de seau à popcorn. Et vu le prix de la friandise, je peux vous assurer que si vous voulez être digne des deux, il faut gagner au moins 10 000 balles par mois. Digne et diabétique. Ah bon, évidemment je gueule, mais je le veux, hein, on n'est plus à une contradiction près. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 349e JT Comics. Ah bon, en attendant la sortie du film The Flash, maintes fois repoussé, eh bien on a le feuilleton des excès de violence d'Ezra Miller, dont les images de l'arrestation dans le bar à Hawaï ont été rendues publiques, le couple qui joue aux fléchettes tranquillement, qui l'aura agressé, sur lequel il aurait craché, eh bien on entend le mari dire que si la police ne fait rien, c'est lui qui va lui mettre une rafale de balles. Alors là on n'est pas sur Flash, mais on est plus sur le Quicksilver sous l'exomile de l'ère d'Ultron, et on entend aussi Ezra Miller dire qu'il filme toujours toutes ses confrontations pour les vendre sous forme de NFT, et donc là c'est lui qui devient le trou de balle, et sans plus attendre il est temps de dégainer les news de la semaine. Comics Basket, c'est la news insolite de la semaine, puisqu'après les restos basket, après les taxis basket, voici venu le temps des comics basket. Sauf que là, ceux qui a à fuir sans payer, c'est les communicants un petit peu merdiques, ceux qui ont travaillé pour Valiant en l'occurrence, et qui dans le communiqué de presse annonçant le partenariat entre l'éditeur de comics et la marque de chaussures Blanks, annonce que c'est une marque qui est centrée sur le fait de raconter des histoires sur des baskets. Sauf qu'il y a zéro bulle, zéro séquentialité, et tout ce que raconte cette page pleine, eh bien c'est une illustration de Punk Mambo et le logo de la série. Ce compte-là, eh bien, Nike, ça fait 60 ans qu'il nous raconte l'histoire d'une virgule qui s'est faite retourner. Maintenant, Bernard Pivot a très envie de savoir comment et par qui. Et puis, ça fait 75 ans que Puma nous raconte l'histoire d'un félin en lévitation, un félin qui saute, un DS4. Et à ce compte-là, moi, je préfère l'ogre lion. Bon, reste que c'est toujours très sympa, ce genre de chaussures un petit peu décorées, que c'est toujours utile pour aller chercher ces comics de Bliss, puisqu'on est chez Valiant, à la librairie. La rage. On ne l'attendait pas spécialement, mais la bande-annonce de She-Hulk est arrivée, avocate et très en colère, Ali McBeal, il faut aimer les effets spéciaux, mais ce trailer est pas mal du tout, il en dit juste assez, il en montre pas trop, très connecté au MCU avec Monsieur Tim Roth qui revient en Emil Blonsky et en Abomination, le prof Hulk évidemment, on nous promet aussi que Wong reviendra, et il devient le véritable Nick Fury de la phase 4, il est absolument partout, She-Hulk c'est l'une des dernières cascades de Stan Lee pour Marvel, il crée cette version féminine de Hulk avec John Buscema pour contrer la série TV The Bionic Woman qui flirtait un petit peu trop avec le concept pour le département juridique de chez Marvel. C'est marrant, c'est méta, donc il ne fait que le premier chapitre avant de passer le relais à David Kraft, puis plus tard ça sera par exemple des gens comme John Byrne ou Dan Slott qui écriront des runs iconique pour le personnage. Dans le MCU, ses origines ont l'air un petit peu floues. On voit un accident de voiture, mais elle a l'air de pouvoir déjà se transformer, alors que dans les comics, c'est après cet accident qu'elle reçoit une transfusion sanguine et donc les pouvoirs de son cousin Bruce Banner. On souhaite évidemment la bienvenue à Tatiana Maslany dans le MCU, mais aussi à Titiana, qui sera l'antagoniste, et surtout, on souhaite la bienvenue à la grenouille dans le MCU. Ça ressemble un petit peu au fabuleux homme grenouille, ça n'a rien à voir avec Amélie Poulain. C'est juste un héros qui veut racheter les péchés de son père, le premier homme grenouille qui lui était vilain, et il est possible que là, ça soit une version vilaine de la grenouille. On lui fera bouillir les cuisses. Et puis un autre qui doit être vert de rage, c'est le patron, c'est Alan Moore, co-créateur de Watchmen, V pour Vendetta, ou encore de From Hell, puisque Disney serait en train de préparer pour Hulu un reboot de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui réunit une palanquée de personnages britanniques célèbres. Alan Moore et Kevin O'Neill, les co-créateurs, avaient dit à quel point la première adaptation était décevante. Sean Connery avait en partie décidé de mettre fin à sa carrière d'acteur à la suite de son expérience de tournage sur ce film. Donc si vous entendez du bruit dans le cimetière, eh bien c'est qu'il s'est tout simplement retourné dans sa tombe. Je sais pas trop comment un tel reboot peut avoir lieu sans l'accord de ses créateurs, et ça serait le même producteur d'ailleurs que le film de 2003. Justin Have au scénario, on nous dit que ça serait plus proche des comics, donc tant qu'à faire, si vous voulez être plus proche du Seigneur, bien lisez directement ces petits bijoux en version papier. Popcorn. Saviez-vous que Batman a déjà été bleu? Alors rien à voir avec toi le samedi soir, parce qu'on t'a vu, ne te cache pas derrière là, mais non, le producteur de la future série Gotham Knights sur CW a posté des photos des coulisses et on a pu voir un masque entièrement bleu qui ressemble aux premières itérations de Batman dans le Detective Comics numéro 27, où il avait l'arrière de sa cape
colorisé de cette façon, même des incarnations plus modernes. Le Batman de Neil Adams est bleu, mais mis à part le Batman d'Adam West, qui dans une toute petite proportion avait une nuance de bleu requin, et bien c'est un ton qu'on n'a jamais vu dans les adaptations à l'écran, où c'est plutôt le chevalier noir, ténébreux. Bon là ça va peut-être être tenté enfin dans une série, le problème c'est que dans cette série, Batman est déjà mort, alors peut-être que ça fera partie des babioles que va trouver son fils adoptif qui va tenter d'élucider un petit peu qui l'a tué, pourquoi il est piégé, et puis de venger sa mort. On verra bien. Chez Marvel aussi, on nous prend pour des bleus puisqu'il y a un nouveau cas de censure sur Disney+, et là ça va être très très dur à nous faire avaler que c'est pas fait exprès, que c'est un bug, que c'est des mauvais fichiers, que c'est le chien qui a mangé l'insulte raciale. Ça se passe sur l'un des meilleurs one-shots. Vous savez qu'il y a une époque où Marvel sortait des courts-métrages dans leur univers, le one-shot All Hail the King qui vient prolonger l'arc du faux mandarin, du troubadour d'Iron Man 3, donc Ben Kingsley. Il se retrouve en prison, il va se faire emmerder par des suprémacistes blancs, il y a des noirs qui viennent le défendre, et l'un de ces noirs lance au rougamé un « Hey ». Cracker, donc en anglais c'est le blanc-bec, le pecno. Eh bien cette insulte raciale a été enlevée par Disney, qui laisse pourtant quelques minutes plus tard Trevor Slattery dire le mot bitch, salope. Donc qui juge comment on fait pour savoir si on laisse le mot salope ou le mot blanc-bec? C'est très dangereux, c'est un petit peu comme quand tu te mets à t'autoriser une quinte de tout alors que tu as une tourista, ça peut très vite devenir foireux. Nexus! Il est temps de faire un petit point Nexus, et j'en vois déjà qui ouvrent leur Kamasutra page 68, ils cherchent le Nexus solaire ou je ne sais quoi. Non, c'est plutôt les pages des bons vieux comics qu'il faut ouvrir, mais là on est dans le MCU, attention on va un petit peu spoiler Doctor Strange, puisque Michael Waldron, le scénariste du dernier Doctor Strange, en a dévoilé un petit peu plus sur le personnage d'America Chavez, et il déclare que c'est un être unique puisqu'il n'existe qu'une version d'elle-même à travers tous les multivers, et donc elle est capable de passer à travers. Il n'hésite pas à qualifier l'adolescente d'être Nexus du MCU, la toute première. Un Nexus, ça veut dire la connexion, c'est un terme qui a déjà été dans les comics, où c'est un petit peu différent puisqu'on s'en sert pour qualifier des êtres d'une puissance extrême qui sont capables d'altérer la réalité et le cours du temps de façon extrêmement radicale. C'est surtout un ressort un petit peu facile pour les scénaristes, qui leur permet de se sortir de n'importe quelle situation. Si Benjamin Griveaux avait eu un Nexus à proximité quand il a envoyé une photo de son mini Red Richards à sa maîtresse, eh bien il aurait dit que c'était un variant ou que c'était son chien, enfin peu importe. Les gardiens du temps et la fameuse TVA sont chargés de surveiller ces êtres qui peuvent complètement tout détruire. On l'a vu dans la série Loki, et dans l'univers Marvel, les principaux, les plus connus, ce sont évidemment la sorcière rouge, Wanda Maximoff, qui a pu altérer et déposséder de leur pouvoir des milliers, des centaines de milliers de mutants avec trois simples mots, No More Mutants, c'est dans House of M. Il y a aussi Kang le Conqueror qui peut se déplacer dans le temps aussi facilement que ce que les influenceurs se déplacent à Dubaï, et remodeler la réalité aussi facilement que eux remodèlent leurs feuilles d'impôts. Et puis pour rester dans la famille, et on classe souvent sur les sites et tout ça un variant de Franklin Richard, le fils du couple fantastique, comme un Nexus, mais je pense que celui qu'on a dans notre réalité à nous, la 616, il pourrait tout à fait être qualifié de tel, puisqu'il a le pouvoir de créer des mondes et de modifier la réalité, mais il préfère que ça soit un mutant de niveau Omega, l'un des plus puissants. Il y a eu d'autres êtres Nexus dans des histoires plus ponctuelles, plus singulières, mais maintenant que les portes du multivers se sont ouvertes dans le Marvel Cinematic Universe, on va voir de comment est-ce qu'ils s'en servent. Soit ça va rester du fanservice à la Spider-Man No Way Home qui rappelle les bons vieux comics des années 1960, ou alors quelque chose d'un petit peu plus élaboré, d'un petit peu moins facile et qui me convient beaucoup plus, comme on l'a vu dans le dernier Strange, la différence étant Michael Waldron qui arrive à façonner une réalité très intéressante dans ses scripts, et je dis qu'il faudrait beaucoup plus de variantes de ce type. SM. Vous le savez, l'histoire des comics est très semblable à l'histoire de la politique en France. On se retrouve tous les 5 ans avec les mêmes noms, et puis finalement zéro changement de statu quo. Et là, on nous promet la fin du multiverse, une toute nouvelle saga qui peut-être va nous aider à patienter en attendant la sortie repoussée du prochain film de Sony, Into the Spider-Verse. C'est Dan Slott qui va soi-disant conclure ce qu'il a commencé en 2014 avec ce grand multiverse qui va venir donc raconter l'histoire des divers variants de Spider-Man que l'on connaît déjà, en introduire des nouveaux. Si vous entendez un gros bruit, vous inquiétez pas, c'est le PDG de Funko qui a bandé si fort qu'il s'est claqué sa mini Mystery. Et oui, forcément, il sait qu'il va pouvoir faire ce Spider-Craven qui apparemment a bien réussi à fusionner avec l'araignée, ou ce
Lord Spider, qui si j'en crois la plus pure tradition écossaise, a la toile à l'air libre sous son kilt. Alors je vous laisse me dire dans les commentaires si vous êtes prêts pour la fin du multiverse et surtout si vous croyez qu'un tel truc que le multiverse peut s'achever un jour. En attendant, Marvel a également conclu en observant la concurrence que dès qu'ils sortaient un numéro 1000, eh bien c'était des très très bonnes ventes, donc ils vont sortir le Amazing Fantasy numéro 1000, c'est dans le numéro 15 qui était apparu pour la première fois Spider-Man, donc vous avez tout un parterre de créateurs ultra talentueux qui vont se charger de petites nouvelles sur Spidey et son univers. Il y aura même le grand retour de Neil Gaiman chez Marvel, il y aura aussi notre Olivier Coipel international, Jonathan Hickman également, qu'est-ce qu'il va encore nous proposer comme dinguerie, Spider of 10, Web of X, Tante May fait du X, enfin moi je suis prêt pour absolument tout, et puis je regrette de ne pas voir Chip Zdarsky parmi les noms, puisque ce scénariste et dessinateur écrit un très très bon Spider-Man, notamment dans son run de Daredevil, et il aurait tout à fait mérité sa place ici. Et enfin, c'est plus le SM de Spider-Man, c'est clairement celui du sadomaso, puisque Marvel va encore nous ramener Gwen Stacy, ils nous promettent d'ailleurs de nous briser le cœur encore une fois, qu'est-ce qu'ils veulent, Bon, après, c'est dans le cadre du Judgment Day, le crossover entre les Éternels, les X-Men et les Vengeurs, et Peter va être jugé pour la mort de Gwen Stacy. Peut-être qu'il faudra un petit peu juger le bouffon aussi, on ne sait jamais. En attendant, nous on l'a tellement vu tomber, cette pauvre fille, qu'on est peut-être un petit peu plus ému quand n'importe quel gamin en L112 fait un petit pont le dimanche sur un terrain de foot, que quand on la voit, elle, faire un grand pont. Entre les cases, Tom Taylor nous poste un extrait de son prochain Nightwing dessiné par Bruno Redondo et on devine une forme de tension entre Alfred et Batman. Alors, vu la tendance actuelle qui est à salir les maîtres à penser, les modèles de Bruce Wayne, je mise sur Batman qui dit à Alfred « T'es pas mon père d'abord » et Alfred qui lui répond « Oui, effectivement, maître Bruce, mais tout comme vous à la naissance, je suis passé par sa Batcave, donc calmez-vous ». À l'occasion de la semaine des fiertés, Marvel et DC se placent chacun à un bout de l'arc-en-ciel. Marvel va faire exactement ce que réclament tous ceux qui ne veulent absolument pas entendre parler d'un quelconque changement de sexualité de leur personnage préféré. Ils créent un nouveau personnage, à savoir un nouveau mutant, un mutant transsexuel qui s'appelle Escapade et dont le pouvoir est en plus un petit peu relié puisqu'il peut prendre possession du corps et puis surtout de beaucoup d'aspects de la vie et de capacités mentales et tout ça de quelqu'un qui est dans un rayon raisonnable, un petit peu à l'Animal Man du début, et donc il va s'en servir pour voler à la base jusqu'à ce qu'il rencontre Emma Frost, une rencontre qui va changer sa vie. Je peux comprendre que ça chamboule un petit peu. Et puis DC a dévoilé le numéro de la Pride qui en dira plus sur ces héros de la Justice League de la Terre 11, dont le Flash non-binaire et la version masculine de Raven qui est amoureux ou intéressé du moins par la version masculine de Wonder Girl, donc de Donald Troy, la version masculine de Donna Troy. Puis deux petits comics sur des personnages dits secondaires, mais on peut très bien se régaler. Le premier, c'est un comics numérique sur Patsy Walker, qui viendra s'attarder sur les années adolescentes de l'héroïne Marvel. Et chez DC, c'est Matt Fraction et Steve Lieber qui vont se charger de faire un comic sur Superman, mais surtout Jimmy Olsen et le boss du Daily Planet, Monsieur Perry White. Ça promet. Chez les indépendants, attention, c'est le grand retour de Garth Ennis et Russ Brown pour Jimmy's Bastard, la suite. Donc c'est la réinvention de James Bond, la parodie même, dont j'avais eu le plaisir d'ailleurs de superviser l'édition quand je travaillais chez Snorgle Comics. Et puis l'éditrice de talent, Karen Berger, qui a été responsable du Everything, qui est édité en France chez 404 Comics, que vous avez été nombreux à aimer, refait confiance à I.N.G. Culbard, qui sortira chez elle cette fois en scénarisant également et en dessinant Salamandre, où l'histoire d'un monde, d'un artiste propulsé dans un monde où l'art doit être fait complètement en cachette, ça promet. Plus que du jeu. Et enfin, Todd McFarlane a beau se lancer dans les NFT au pire moment, c'est comme aménager dans un immeuble en feu, il adoucit tout ça en sortant via sa compagnie de jouets, les McFarlane Toys, des comics qui seront vendus avec des petites figurines, ou plutôt l'inverse, on ne sait pas, mais en attendant, Superman sera vendu avec un des premiers comics du DC Rebirth, Batman avec le premier chapitre de Hush, un petit one-shot sur Black Adam, qui est toujours sympathique avec la variante cover de Boss Logic, et Flash aura droit au numéro 1 de Flashpoint. Moi j'apprécie, c'est comme mettre un petit jouet dans un sachet de cocaïne. J'espère que ça créera des nouvelles passions et que les gens vont vouloir plus lire et lire. Lisez, lisez, lisez. Alors cette semaine, moi c'est de la pure drogue. J'ai terminé le numéro 1 de Reckless, de Ed Brubaker, Sean Phillips et le fils Phillips. J'ai enchaîné avec le numéro 2. En plus j'étais en train, j'ai fait une visite éclair
sur Paris, hein, même pas encore arrivé à la gare de Lyon. J'étais déjà en manque, hein, donc il a fallu que j'aille chez le dealer, le meilleur dealer de Paris, un Pulps Comics, pour acheter les deux suivants. C'est une pure dinguerie, hein, l'écriture d'Ed Brubaker et l'alchimie qu'il a avec Sean Phillips, et Sean Phillips, l'alchimie qu'il a avec son fils qui est à la colorisation et qui scénarise aussi ses comics, c'est complètement dingue. Moi j'aime bien quand il y a très peu de mots, mais que chaque mot est impactant, un petit peu comme si ça n'avait pas été écrit avec de l'alphabet, mais avec les deux paluches de Mike Tyson. C'est chez Delcourt en français. Je crois bien que c'est Alex Nikolavitch qui traduit ça, mais je suis pas sûr, donc ne me prenez pas au mot. Et donc c'est du bon polar, hein, quelqu'un qu'on appelle quand on a un petit problème et qui vous dépatouille de ce problème, mais on n'est pas dans les exagérations, dans les clichés du genre, hein, qui ont pu mener à des dérives, genre SAS et compagnie. C'est pas porno, si vous voulez. Et c'est une pure dinguerie. Voilà, là, il faut que je finisse le quatrième, et j'ai appris qu'il allait sortir un cinquième pour l'automne prochain. Je serai évidemment au rendez-vous. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie vraiment d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Ça fait toujours plaisir, hein. J'essaye de lire, je lis chacun d'entre vous dans les commentaires sur YouTube, et d'ailleurs n'hésitez pas à y réagir. J'essaie surtout de répondre au maximum d'entre vous sur les réseaux sociaux aussi. C'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, hein, votre espace de liberté. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, pour des nouvelles toutes fraîches. Du coup, si Chris Evans rasé, c'est le cul de l'Amérique, est-ce que Chris Evans moustachu, c'est le sif de l'Amérique? La question mérite d'être posée.